Le matin du 20 juin 2001, Russell Yates quitta la maison de Clear Lake City, au Texas, pour aller travailler. Il embrassa sa femme Andrea, ses 5 enfants, Noah 7 ans, John 5 ans, Paul 3 ans, Luke 2 ans et Mary 6 mois, et ferma la porte derrière lui. 1 heure plus tard, Andrea Yates appelait le 911. Sa voix était calme, presque mécanique. Elle demanda à ce qu'un officier soit dépêché. Quand les secours arrivèrent, ils trouvèrent 4 enfants dans le lit de la chambre parentale, alignés, couverts d'un drap. Le 5e, Noah, flottait encore dans la baignoire. Andrea Yates avait noyé ses 5 enfants, l'un après l'autre, dans la baignoire familiale. Ce qui rend cette affaire si difficile à appréhender n'est pas seulement la nature des faits, c'est le portrait de la femme qui les a commis. Andrea Yates n'était pas une étrangère violente, ni une personnalité connue pour ses accès de rage. Ses voisins la décrivaient comme douce, dévouée, attentive. Ses enfants étaient proprement habillés, instruits à la maison, choyés. En apparence, la famille Yates incarnait exactement ce qu'une famille chrétienne conservatrice était censée être. Mais derrière cette façade, Andrea Yates portait depuis des années quelque chose de beaucoup plus lourd. Son histoire psychiatrique était longue et documentée. Après la naissance de son 4e enfant en 1999, elle avait été hospitalisée 2 fois en moins d'1 an pour des épisodes psychotiques sévères. Elle entendait des voix, elle ne dormait plus, elle se griffait la peau. Les médecins avaient prescrit des antipsychotiques puissants, des médicaments qu'elle avait arrêté de prendre quelques semaines avant les faits, sur avis, ou avec l'accord de son médecin traitant. Ce qui complique le portrait, c'est que Andrea Yates avait expressément été avertie par les psychiatres. Une 5e grossesse représentait un risque médical réel pour elle. La maladie était susceptible de réapparaître plus sévèrement. Russell Yates et Andrea eurent néanmoins un 5e enfant. La petite Mary avait 6 mois le jour des faits. Dans les semaines qui précédèrent le 20 juin 2001, les proches de la famille remarquèrent une dégradation rapide. Andrea ne parlait presque plus. Elle fixait le sol. Elle ne mangeait pas. Russell Yates contacta le médecin de sa femme, qui diagnostiqua une dépression et maintint sa médication allégée. 2 semaines plus tard, les enfants étaient morts. Au moment de son arrestation, Andrea Yates expliqua aux policiers, avec une cohérence troublante, ce qu'elle avait fait et pourquoi. Elle avait tué ses enfants, dit-elle, parce qu'ils n'étaient pas bien élevés, parce qu'elle était une mauvaise mère, parce que Satan lui avait dit qu'elle les corromprait. Les noyer était, selon elle, le seul moyen de les sauver. Elle croyait que mourir innocent les conduirait directement au paradis. Dans son esprit fracturé par la psychose, il n'y avait pas de cruauté. Il y avait une logique, aussi terrifiante soit-elle. Le premier procès, en 2002, fut un combat entre 2 visions diamétralement opposées. L'accusation soutint qu'Andrea Yates savait ce qu'elle faisait, qu'elle avait attendu le départ de son mari, qu'elle avait méthodiquement tué chaque enfant et qu'elle avait ensuite appelé les secours. Preuve, selon le procureur, d'une conscience de ses actes. La défense répondit que la conscience des actes ne prouve pas la santé mentale et que noyer ses propres enfants, un par un, pour les envoyer au paradis, est précisément la définition d'une psychose dissociée de la réalité. Elle fut condamnée en 2002. Puis le verdict fut annulé en appel, car un expert de l'accusation avait fourni une fausse information lors de son témoignage. Au second procès, en 2006, le jury reconnut Andrea Yates non coupable pour cause de maladie mentale. Elle fut internée dans un établissement psychiatrique sécurisé au Texas, où elle se trouve encore aujourd'hui. L'affaire Andrea Yates ne se referme pas proprement. Elle laisse ouvertes des questions auxquelles le droit pénal n'a pas de réponse satisfaisante. Jusqu'où une maladie mentale sévère peut-elle supprimer toute responsabilité? Qui est responsable quand les signaux d'alarme étaient visibles depuis des mois? Les médecins qui ont modifié le traitement, l'entourage qui n'a pas agi assez tôt, ou seulement la femme dont le cerveau ne fonctionnait plus normalement? Russell Yates, qui avait ignoré les avertissements psychiatriques et maintenu une pression religieuse et domestique intense sur sa femme, divorça d'elle après le procès et se remaria. Andrea Yates, elle, n'a jamais cessé de pleurer ses enfants. Ce deuil-là, au moins, personne ne lui conteste. À première vue, la famille Stott de Springfield, Missouri, ressemblait à n'importe quelle famille américaine de classe moyenne. 2 parents, 4 enfants, une maison ordinaire dans un quartier calme. Mais entre 2011 et 2012, 3 membres de cette famille tombèrent malades de façon inexpliquée. 2 d'entre eux moururent. Le 3e survécut de justesse. Et quand les enquêteurs comprirent enfin ce qui s'était passé, ce qu'ils découvrirent n'était pas le résultat d'une maladie. C'était un empoisonnement délibéré, méthodique, administré au sein du foyer par la personne censée en être le pilier. Diana Stott, 51 ans au moment de son arrestation en 2013, avait empoisonné son mari Mark et son fils adulte Sean avec du propylène glycol, le composant actif de l'antigel. Elle l'avait mélangé à leur boisson régulièrement sur plusieurs mois. Mark Stott mourut en avril 2012, après plusieurs semaines de détérioration neurologique inexpliquée. Les médecins conclurent initialement à des causes naturelles. Sean Stott, le fils aîné,
tomba à son tour gravement malade et fut hospitalisé en état critique. C'est lors de son hospitalisation que les médecins, intrigués par les symptômes inhabituels, effectuèrent des analyses toxicologiques. Ils trouvèrent dans son sang des concentrations massives de propylène glycol. L'enquête s'ouvrit immédiatement. Ce qui frappa les enquêteurs dès les premières auditions, c'est la façon dont Diana Stott répondait aux questions. Elle était coopérative, presque désinvolte. Elle ne semblait pas désemparée. Elle expliqua les maladies comme de malheureuses coïncidences, sans jamais perdre contenance. Les agents du FBI qui l'interrogèrent repartirent avec une impression difficile à articuler. Cette femme ne cherchait pas à cacher quelque chose. Elle avait l'air de croire que tout cela était normal. Sa fille Rachel, âgée d'une vingtaine d'années et vivant encore sous le même toit, fut rapidement placée sous protection. Des analyses confirmèrent qu'elle avait également ingéré du propylène glycol, à des doses moindres. Elle survécut. L'enquête permit de reconstituer un mobile financier. Diana Stott avait contracté des assurances-vie au nom de son mari. Elle avait également accumulé des dettes. Son mari, décrit par ceux qui le connaissaient comme un homme passif et peu présent, représentait aussi, selon certains témoignages, une source de frustration domestique ancienne. Sean, le fils, était décrit comme difficile, en conflit régulier avec sa mère. Ce qui rendit le dossier particulièrement solide, c'est que les enquêteurs purent obtenir des relevés de recherche Internet effectués depuis l'ordinateur familial. Les termes saisis incluaient des variantes autour des effets de l'antigel sur le corps humain, des doses toxiques et des symptômes d'empoisonnement. Ces recherches avaient été effectuées bien avant que Mark Stott ne tombe malade. Diana Stott plaida coupable en 2014. Elle fut condamnée à 2 peines de prison à vie pour le meurtre de son mari et la tentative de meurtre de son fils Sean. Dans sa déclaration au tribunal, elle n'exprima pas de remords élaborés. Elle parla de pression, d'épuisement, d'une vie qui lui semblait insupportable, comme si tuer sa famille avait été une solution logique à un problème domestique. Ce qui reste dans l'affaire Diana Stott, c'est précisément cette froideur administrative. Il n'y avait pas de passion, pas de crise, pas d'impulsion. Il y avait un plan, une substance, une routine. Chaque verre empoisonné était un geste délibéré, posé dans un cadre quotidien banal. Le petit déjeuner, le dîner, la vie de famille ordinaire. L'affaire souleva également des questions sur la facilité avec laquelle des substances toxiques peuvent être utilisées à des fins criminelles dans un contexte domestique, et sur la difficulté pour les médecins de détecter des empoisonnements progressifs lorsqu'ils surviennent lentement sur plusieurs semaines. Les symptômes initiaux de Mark Stott avaient été attribués à un problème neurologique. Il avait fallu qu'un deuxième membre de la famille présente les mêmes signes pour que les médecins commencent à chercher autre chose. Sean Stott survécut avec des séquelles neurologiques. Rachel, la fille, porta le poids d'avoir partagé un toit avec une femme qui empoisonnait sa propre famille au quotidien et de ne pas l'avoir su. Diana Stott est aujourd'hui incarcérée dans le Missouri. Sa demande de libération anticipée, présentée en 2022, fut rejetée. En janvier 2014, un garçon de 5 ans prénommé Garnett Paul Spears fut admis en urgence au Westchester Medical Center de New York. Il présentait des convulsions sévères, un taux de sodium dangereusement bas et une détérioration neurologique rapide. En quelques jours, il fut déclaré en état de mort cérébrale. Sa mère, Lacey Spears, 27 ans, était à son chevet. Elle pleurait. Elle postait sur Facebook. Elle recevait des messages de soutien du monde entier. Garnett Paul mourut le 23 janvier 2014. Ce qui rendit cette mort extraordinaire, c'est ce que les médecins découvrirent en examinant son dossier médical. Garnett Paul Spears avait passé les 5 années de sa vie à l'hôpital. Pas 1 ou 2 fois, des dizaines d'hospitalisations, dans plusieurs états différents, pour des symptômes variés et récurrents. Vomissements, convulsions, problèmes gastro-intestinaux, infections. Sa mère avait toujours été présente. Sa mère avait toujours tout documenté. Sur des blogs, sur MySpace, sur Facebook, sur Twitter, Lacey Spears avait tenu pendant des années une chronique publique détaillée de la maladie de son fils, accumulant des milliers de followers et une communauté en ligne de soutien émotionnel. Les enquêteurs, en se penchant sur ces publications, remarquèrent quelque chose d'inhabituel. La maladie de Garnett semblait suivre un schéma. Il allait mieux quand il était loin de sa mère, il empirait quand elle était avec lui. L'autopsie et les analyses toxicologiques révélèrent des niveaux de sodium extrêmement élevés dans le sang de Garnett, bien au-delà de ce qu'un enfant pourrait atteindre naturellement. Les médecins légistes conclurent que du sel avait été introduit délibérément dans son organisme, probablement via la sonde gastrique qu'il portait depuis plusieurs mois. Les images de surveillance de l'hôpital montrèrent Lacey Spears entrant dans la chambre de son fils avec un sac en plastique, refermant la porte et modifiant les tubes. Quelques heures après ces scènes, l'état de Garnett s'aggravait. Ces images furent présentées au procès comme l'élément central de la charge contre elle.
Le profil de Lacey Spears correspondait à ce que les psychiatres et les professionnels de santé désignent sous le terme de syndrome de Munchausen par procuration, ou, dans la nomenclature médicale actuelle, trouble factice imposé à autrui. Ce syndrome se caractérise par un parent, le plus souvent la mère, qui provoque ou simule des symptômes chez son enfant afin d'obtenir de l'attention médicale, de la sympathie et une forme de reconnaissance sociale. L'enfant devient, dans ce cadre, un instrument, un vecteur de statut émotionnel pour l'adulte. Ce qui rendait le cas de Lacey Spears particulièrement frappant pour les experts, c'est l'ampleur de sa présence en ligne. Elle n'attendait pas simplement que des proches la réconfortent. Elle avait construit une audience. Les milliers de personnes qui la suivaient, commentaient ses posts, lui envoyaient des messages de soutien, alimentaient quelque chose en elle. La maladie de Garnett était devenue, selon l'accusation, un contenu, une narration dont Lacey Spears était l'héroïne courageuse et son fils le personnage central. Les témoignages de son entourage furent dévastateurs. Plusieurs personnes qui avaient côtoyé Lacey Spears au fil des années, des amis, d'anciens partenaires, des membres de communautés religieuses qu'elle avait fréquentées, décrivirent une femme qui semblait s'épanouir dans la souffrance de son enfant, qui racontait les hospitalisations avec une précision presque fière, qui cherchait constamment une validation extérieure. Lacey Spears fut condamnée en mars 2015 pour meurtre au second degré. Elle fut condamnée à une peine de 20 ans à la prison de Bedford Hills, dans l'État de New York. Ce qui reste de cette affaire, au-delà de la mort de Garnett, c'est une question sur la nature même de l'attention que nous accordons en ligne. Des milliers de personnes avaient suivi la maladie de cet enfant pendant 5 ans, avaient partagé ses photos, avaient pleuré avec sa mère, sans savoir que la maladie dont ils lisaient les détails était peut-être en train d'être fabriquée sous leurs yeux. Internet avait fourni à Lacey Spears une audience, une validation et, d'une certaine façon, un encouragement silencieux à continuer. Garnett Paul Spears n'avait pas 5 ans. En avril 2014, un homme qui rénovait une maison à Pleasant Grove, dans l'Utah, fit une découverte qui le laissa sans voix. Dans le garage, dans des cartons stockés depuis des années, il trouva des corps de nourrissons. Pas un, pas deux, 7. Chacun enveloppé soigneusement dans des serviettes ou du plastique, placé dans une boîte, rangé comme n'importe quelle autre chose entassée dans un garage de banlieue. L'homme qui faisait cette découverte était Darren West, l'ex-compagnon de Megan Huntsman, qui revenait dans la maison après plusieurs années d'absence. Megan Huntsman, 39 ans à l'époque, fut arrêtée le jour même. L'enquête qui suivit mit au jour un récit aussi difficile à reconstituer qu'à comprendre. Entre 1996 et 2006, Megan Huntsman avait mené 6 grossesses à terme, et peut-être 7, selon les investigations, sans que ses proches, ses voisins ou les services sociaux ne soient jamais alertés. Chaque enfant mourut à la naissance, ou très peu après. Chaque corps fut dissimulé dans le garage. Pendant toutes ces années, Megan Huntsman vivait avec Darren West et leurs 3 enfants survivants. Des enfants qui grandirent dans cette maison sans jamais savoir ce que contenaient les cartons dans le garage. Darren West était souvent absent pour des raisons professionnelles ou en prison pour des affaires de drogue. La maison était, selon les voisins, un endroit calme, presque invisible. Ce qui compliqua l'enquête, c'est que Megan Huntsman ne nia pas les faits. Elle coopéra avec les enquêteurs, leur donna des détails sur les naissances, confirma l'identité des nourrissons. Elle expliqua qu'elle n'était pas en état de s'occuper de ses enfants, qu'elle avait été accablée par une consommation importante de drogue et d'alcool pendant une grande partie de cette période, et qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait fait. Son avocat plaida les circonstances atténuantes liées à son état mental et à ses dépendances. Les analyses médico-légales permirent d'établir que plusieurs des nourrissons étaient nés vivants. La cause de la mort fut déterminée comme une asphyxie dans la majorité des cas. Le terme légal retenu fut celui d'infanticide, terme qui, dans son usage clinique, recouvre une réalité plus complexe que le simple homicide volontaire. Ce qui frappa les enquêteurs et les jurés, c'est la durée de la période concernée. 10 ans, 7 naissances, 7 dissimulations. Ce n'était pas un acte impulsif, c'était une réponse répétée, systématique, à une situation que Megan Huntsman ne savait manifestement pas gérer autrement. Chaque naissance avait été suivie du même geste, de la même cachette, du même silence. Les experts appelés à la barre pendant le procès discutèrent de ce qu'on appelle la déni de grossesse, un phénomène psychologique documenté dans lequel une femme ne reconnaît pas, consciemment ou non, qu'elle est enceinte jusqu'au moment de l'accouchement. Ce mécanisme, combiné à une dépendance sévère aux substances, peut créer un état de dissociation dans lequel une personne agit sans intégrer pleinement la portée de ses actes. Mais le droit pénal n'est pas la psychologie clinique. En 2014, Megan Huntsman plaida coupable à 6 chefs d'accusation d'homicide. Elle fut condamnée à une peine de 15 ans de prison pour chaque chef, avec possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé le minimum requis. Ce que cette affaire laisse derrière elle, c'est une question sur les angles morts du système. Personne n'avait remarqué. Pas les voisins,
pas les services sociaux, pas les médecins. Dans cette maison ordinaire d'une banlieue américaine calme, quelque chose d'inimaginable avait eu lieu pendant 10 ans, et le monde autour continuait de tourner normalement. En 2023, un tribunal de l'Utah réexamina le dossier de Megan Huntsman dans le cadre d'un appel. La décision fut maintenue. Le soir du 25 octobre 1994, Susan Smith, 23 ans, s'arrêta devant le bureau du shérif du comté d'Union, en Caroline du Sud, en état de détresse visible. Elle raconta qu'un homme armé, de race noire, avait surgi à un feu rouge, l'avait forcé à sortir de sa voiture au point de lui arracher ses fils, et avait pris la fuite avec le véhicule, une Mazda protégée Bordeaux, et ses 2 enfants à bord. Michael avait 3 ans, Alexander avait 14 mois. Pendant 9 jours, Susan Smith fit le tour des caméras. Elle s'adressa à la nation, les yeux rouges, les mains tremblantes, et supplia le ravisseur de rendre ses enfants. Le pays suivit l'affaire heure par heure. Des recherches furent organisées. Des barrages routiers furent mis en place. Des milliers de personnes partagèrent la photo des 2 petits garçons. Le 9e jour, Susan Smith s'effondra devant les enquêteurs. Elle n'avait pas été agressée. Il n'y avait pas eu d'homme armé. Elle avait elle-même conduit sa voiture jusqu'au bord du lac John D. Long, à quelques kilomètres de chez elle, avait sorti ses fils du siège auto, les avait reattachés, avait placé le levier en position neutre et regardé le véhicule glisser dans l'eau. Elle avait attendu sur le bord jusqu'à ce que la voiture disparaisse. Puis elle était allée se constituer prisonnière. Les plongeurs retrouvèrent la Mazda au fond du lac. Michael et Alexander Smith étaient toujours attachés dans leur siège. Le mobile, lorsqu'il fut exposé au procès, ajouta une couche de complexité à l'horreur des faits. Susan Smith entretenait depuis plusieurs mois une relation avec un homme fortuné de sa ville, Tom Findlay, héritier d'une entreprise locale. Quelques jours avant le 25 octobre, Findlay lui avait envoyé une lettre dans laquelle il mettait fin à leur relation et précisait explicitement qu'il n'était pas prêt à assumer le rôle de beau-père pour 2 jeunes enfants. Susan Smith avait reçu cette lettre. Susan Smith avait lu cette lettre. 4 jours plus tard, ses enfants étaient morts. Les procureurs soutinrent que Susan Smith avait calculé que se débarrasser de ses enfants lui ouvrirait la voie vers la relation qu'elle voulait. La défense comptera en dressant un portrait d'une femme psychologiquement fragile, avec des antécédents de dépression et un historique personnel difficile, notamment des abus subis dans l'enfance. Ils plaidèrent contre la peine de mort, que le procureur avait requise. Le jury refusa la peine capitale. Susan Smith fut condamnée en juillet 1995 à la prison à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 30 ans. Cette date tombe en 2025. Ce que les enquêteurs et les jurés retinrent de Susan Smith, au-delà des faits, c'est la performance de ces 9 jours. Elle avait pleuré devant les caméras. Elle avait supplié. Elle avait laissé le pays entier croire à l'existence d'un ravisseur imaginaire, décrit avec suffisamment de détails pour que des innocents soient potentiellement soupçonnés. Pendant tout ce temps, elle savait exactement où étaient ses enfants. Ce double visage, la mère éplorée en public, le silence sur ce qu'elle avait fait, devint le symbole de l'affaire. Et il explique peut-être pourquoi, 30 ans plus tard, le nom de Susan Smith reste si difficile à oublier. Sa demande de libération conditionnelle, attendue en 2025 après avoir purgé 30 ans, souleva une nouvelle vague de discussions aux États-Unis sur ce que signifie la réhabilitation dans le cas d'un crime commis contre ses propres enfants. Michael et Alexander Smith reposent dans un cimetière de l'Union, en Caroline du Sud. Ils n'ont jamais grandi. 5 affaires, 5 femmes, 5 histoires qui portent toutes le même mot en leur centre, mère, et qui le retournent dans chaque sens jusqu'à ce qu'ils deviennent méconnaissables. Andrea Yates entendait des voix qui lui disaient de sauver ses enfants. Diana Stott empoisonnait les siens comme on résout un problème domestique. Lacey Spears construisait une audience pendant que son fils mourait. Megan Huntsman rangeait ce qu'elle ne savait pas supporter. Susan Smith regardait une voiture couler et attendait que ça finisse. Ce qui est difficile à accepter n'est pas que ces femmes aient existé, c'est qu'elles vivaient parmi nous, dans des maisons ordinaires, avec des visages ordinaires, et que personne ne voyait ce qui se passait derrière les portes fermées. Ces cas ne sont pas des anomalies, ils sont des rappels. La souffrance, la maladie mentale, l'isolement et la dépendance ne disparaissent pas parce qu'on les ignore. Ils s'accumulent, en silence, jusqu'à ce qu'ils débordent. Si cette vidéo vous a touché, laissez un commentaire. Dites-nous lequel de ces cas vous a le plus marqué, et pourquoi. Abonnez-vous si vous voulez suivre les prochaines enquêtes. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires criminelles. La question qui restera longtemps après la fin de cette vidéo: combien de signaux d'alarme avaient été ignorés par l'entourage, par les médecins, par les institutions, avant que ces enfants ne meurent?